je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'actualité politique, évidemment, de notre pays. Vote sanction, dissolution de l'Assemblée nationale, élection législative anticipée. Nous sommes face à une actualité particulièrement mouvementée. Alors que la guerre sévit toujours à nos portes, sommes-nous face à une destruction créatrice ou encore à l'imminence du chaos? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant, comme chaque semaine, je vous le rappelle, je compte exclusivement sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à relayer cette vidéo, bien sûr à ajouter vos commentaires juste en bas, auxquels je réponds chaque semaine. Et puis pensez également à cliquer sur ce fameux petit pouce en l'air, ça prend 1 seconde, mais c'est très important. Alors prenez le temps de le faire, à tout de suite. Et à mes côtés pour cette émission, Henri Guénaud. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien député, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Les 2 derniers, Ils veulent tuer l'Occident, c'était chez Odile Jacob. Et en 2023, à la 7e fois, Les murailles tombèrent aux éditions du Rocher. Alors ces dernières années, Henri Guénaud, les Français ont connu la crise des Gilets jaunes, leur gestion publique fort discutable. Le Covid-19, une gestion hygiéniste et liberticide que vous aviez d'ailleurs dénoncée à l'époque. Vous aviez aussi alerté sur les dangers de la guerre en Ukraine dans une tribune très remarquée. La situation politique actuelle, pour vous, est-elle une suite logique de tout cela? Elle s'inscrit dans ce long processus de dégradation de l'esprit public, des institutions, mais pas seulement de la politique, aussi dans la dégradation de la cohésion sociale, de la cohésion de la société. Ce qui est ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est à la fois l'avenir de la démocratie et l'unité de nos sociétés. Nos sociétés se fracturent. Je dis nos sociétés parce que ce mal est celui de toutes les sociétés occidentales, en réalité. Alors, il y a d'autres mots dans les autres sociétés, mais il est frappant de voir à quel point les sociétés occidentales se fracturent et se fracturent profondément. Or, on prend une référence qui m'est chère, qui est celle de René Girard, c'est toute société trop divisée finit toujours par tenter de reconstruire son unité par la violence. Voilà. C'est ainsi depuis qu'il y a des sociétés dans le monde. C'est une loi quasiment intangible. Alors, on a vécu des crises qui, toutes circonstances étant différentes, aussi graves dans les années 30. Les sociétés se disloquaient. Eh bien, ça recommence. Après les 30 Glorieuses, après une période qui a connu un certain apaisement à la fois à l'intérieur de sociétés et à l'extérieur, même s'il y a eu, pendant la guerre froide, il y a eu beaucoup de conflits. Mais tous ces conflits ont été finalement maîtrisés pour ne pas déboucher sur un conflit généralisé. On avait tiré les leçons de ce qui s'était passé dans les années 30, tiré les leçons de la guerre et mis en place des règles qui finalement, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient politiques, ont permis de contenir la violence du monde, avec deux blocs qui étaient finalement dirigés par des gens malgré tout rationnels. On l'a vu pendant la crise des fusées de Cuba, c'est-à-dire ceux qui auraient pu dégénérer, qui est passé à deux doigts d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire, n'a pas dégénéré parce que
les dirigeants ont compris que, des deux côtés, que ce soit Khrouchtchev ou Kennedy, qu'il fallait trouver une sortie sans que personne perde la face pour éviter le pire. Alors que des entourages beaucoup de gens dans les entourages étaient pour détruire l'empire du mal qui était évidemment l'autre. Est-ce que c'est pas une particularité, des dirigeants actuels d'être jusque-boutistes, de ne plus savoir reculer? Alors ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que le dirigeant il doit, mais comme tout le monde d'ailleurs, se fixer des limites. Les fameuses lignes rouges. C'est plus que des lignes rouges. Non, ça, la ligne rouge, c'est une déclinaison un peu simpliste de la limite. Mais moi, j'aime beaucoup Albert Camus et il rappelle toujours qu'il nous faut une philosophie des limites. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que les absolutismes. Si vous poussez n'importe quoi au bout de sa logique, vous tombez dans le crime. Vous tombez dans l'anéantissement, vous tombez dans voilà, il faut toujours y penser. Personne n'a le droit d'être sans limite, sauf à s'autodétruire et à détruire les autres. Et quand on a des grands pouvoirs, c'est encore plus nécessaire, puisqu'on engage la vie des autres, souvent sur une grande échelle. Donc la limite, elle est nécessaire. Alors la limite pour un président de la République, c'est la limite du consentement. Non pas il faut pas chercher l'unanimisme, il ne faut pas chercher même l'adhésion de tout le monde. Mais vous êtes obligé de chercher le consentement, parce que c'est une partie de la population ne consent plus à respecter la loi de la majorité et la loi qui est votée par le Parlement, mise en œuvre par les autorités. Il n'y a plus de démocratie possible, il n'y a plus de république possible, il n'y a plus de nation possible, il n'y a plus de société possible. Imaginez que 10% de la population française décide qu'ils ne respecteront plus les lois. 10%. Alors vous me direz, il y a 90% qui sont d'accord et 10%. Mais c'est plus gérable. 10%, ça fait plus de 6 millions de personnes. Bon, vous pouvez avoir 150 000 policiers, gendarmes, c'est ingérable. Donc la question du consentement, elle est absolument essentielle, et elle est d'ailleurs essentielle quel que soit le régime. Et vous avez le sentiment que le régime actuel, le président actuel, et ces dernières années, montre qu'il y a un véritable intérêt pour le consentement du peuple ? Non, il y a une méconnaissance totale de cette notion de limite et de la nécessité du consentement. Là, c'est plutôt j'ai bien le droit d'eux, et donc si vous n'êtes pas content, tant pis. Voilà. On l'a vu sur les retraites, on le voit bien sur la guerre en Ukraine, où au fond l'engrenage continue. Alors, quoi qu'on pense de la politique à mener, mais il y a une volonté de ne tenir compte d'absolument rien, de ne discuter avec absolument personne, de ne pas associer les Français à une réflexion globale sur leur avenir et sur le risque qui est encouru dans ce conflit. Donc c'est pareil à l'intérieur et à l'extérieur. Mais vous savez, alors ça ne touche pas évidemment que les gouvernants. C'est cette catégorie vous connaissez cette catégorie de voyous que les policiers appellent les no-limites, les sans-limites. Et oui, c'est quelqu'un qui n'a plus intériorisé les normes de la vie en société et qui peut tuer sans état d'âme pour un regard de travers. Ou pour un regard qui le juge de travers, ou simplement pour se filmer et se mettre en scène sur Internet en train de tabasser quelqu'un à mort. Si je peux me permettre, il y a quelque chose je ne dirais pas qui me choque, mais qui me surprend. Henri Guénaud, vous avez occupé des fonctions au sommet de l'État, aux côtés de Nicolas Sarkozy, je l'ai dit tout à l'heure. Le fait que vous compariez dans une même phrase l'attitude de certains politiques à l'heure actuelle avec l'attitude de délinquants, voire de criminels, je trouve que c'est particulièrement éloquent. Oui, alors je compare pas la nature des deux personnes, je dis simplement que cette question de la limite, elle se pose à tout le monde,
quelle que soit la situation où il se trouve, que quand il n'y a plus de limites, que ce soit pour le gouvernant ou pour le passant dans la rue, eh bien, il ne peut plus y avoir de société et on va vers la guerre de tous contre tous. Voilà, je vais reprendre un mot l'exemple de Camus que je cite souvent, dans une pièce qu'il a écrite sur Caligula, avec cet empereur romain qui nommait son cheval sénateur, il n'y avait pas de limite. Et la pièce commence le jour où Caligula vient de perdre sa sœur, qui vient de mourir. On ne sait pas très bien quels étaient les rapports exacts entre sa sœur et lui, du point de vue affectif, mais en tout cas, il est désespéré. Bon. Arrive un conseiller qui lui dit « César, j'ai quelque chose d'important à te dire ». Donc il l'envoie balader en disant « Moi, je viens de perdre ma sœur. Pas important. Voilà, j'ai pas l'esprit à tout ça. » Et le conseiller insiste. Il dit par lui dire « Mais César, c'est la chose la plus importante du monde. » Alors de guerre lasse, Caligula, il dit « Bon, tu veux me parler de quoi? Du trésor ?» Et je dis « Oui, César, le trésor. Oui. » Il dit « Mais il faut de l'argent, c'est ça. » « Oui, César. » Bon. Il dit « Écoute, j'ai une idée. On va obliger tous les citoyens de l'Empire à établir un testament en faveur de l'État. Et puis chaque année, on en tirera, on sort un certain nombre et on les exécutera. Et on récupérera les héritages. » Alors, le conseiller est un peu effaré et il dit « Enfin, César, il dit, mais... » Alors je résume à ma façon, mais tu m'as bien dit que c'était la chose la plus importante au monde. Donc la logique, c'est que si c'est la chose la plus importante au monde, c'est plus important que la vie humaine. Bien sûr. Et il dit, maintenant vous allez vivre selon la logique, vous allez voir, vous allez souffrir. C'est-à-dire que même la logique se dit aller au bout de sa logique, c'est quelque chose qui paraît naturel. La logique, c'est imparable, la logique. Hein. C'est ce que chacun demande à l'autre, c'est de trouver en lui-même, être logique. Bon. Eh bien, même la logique, si vous la poussez jusqu'au bout du bout, ben, vous pouvez devenir le plus grand criminel de la Terre. Voilà, alors c'est pareil pour la foi, par exemple. Moi, j'avais un professeur qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, qui répétait cette phrase. Alors, je ne sais pas si elle était de lui ou si elle était... Je n'ai jamais retrouvé d'autres qui avaient pu la dire, mais qui fait partie de ces phrases qui vous laissent une trace très profonde. Il disait, c'est un cours sur l'idéologie, il disait, l'idéologue est celui qui croit qu'il sait. Si vous savez, donc si vous avez la vérité, vous pouvez tout vous permettre, ça c'est la vérité. Donc, bien sûr. Il disait, le croyant, c'est celui qui sait qu'il croit. Voilà, c'est-à-dire, j'ai conscience que j'ai conscience que ma foi relève de la foi et non de la vérité rationnelle, de la vérité scientifique. Je sais que je crois, et comme je sais que je crois, quand j'en ai vraiment conscience, je ne peux pas tuer, je ne peux pas tuer l'autre parce qu'il ne croit pas. C'est pas du relativisme, c'est juste la conscience des limites par la conscience de la nature de ce qu'on éprouve. Je sais que je crois, et non pas je crois que je sais. Voilà. Donc ça paraît rien, mais réfléchissons à ce que ça signifie profondément et à ce qui se passe quand on ne s'applique plus ce genre de distinction. Voilà, la foi, c'est aveugle, la foi, c'est bon. Mais justement, c'est très beau, c'est magnifique, à condition que l'on sache
que c'est de la foi, que ça relève du domaine de la foi. Ça, c'est tout. Alors ça, c'est une caractéristique de la civilisation occidentale. C'est aussi une caractéristique du christianisme qu'on a appelé la distinction des plans. C'est-à-dire, il y a le spirituel, le temporel, que la cité de Dieu elle est dans le ciel et que la cité terrestre elle est en bas, et que confondre les deux en revanche est dramatique. Voilà, il faut relire les pères de l'Église. Enfin, je dis, mais ça, c'est essentiel. Et les religions qui ne font pas cette distinction ont une dimension qui les pousse sont poussées vers une dimension totalitaire. La distinction des plans, il y a la science, il y a la foi, il y a l'art, il y a la politique. Tout ça, ce sont des plans différents. Et quand on perd cette idée de la distinction des plans et qu'on mélange tout, il n'y a plus de limite à rien, tout est de même nature. Et l'absolutisme règne en maître, et l'absolutisme, il va rencontrer l'absolutisme de l'autre. Et là, on part pour la tragédie. Voilà, Alors, sans aller jusqu'à la tragédie, revenons à une situation politique actuelle. Elle a quelque chose à voir avec ce qui nous arrive. Absolument. Voilà, c'est bien parce que nous avons perdu, et notamment une partie de ceux qui ont le pouvoir de diriger ou le pouvoir de penser pour les autres, nous avons perdu cette réflexion, cette façon de penser, que nous en arrivons là où nous en sommes, et ça n'est que le début. Alors là où nous en sommes, en tous les cas, j'aimerais vous faire revoir un tout petit extrait d'Emmanuel Macron mercredi. Il expliquait sa volonté d'avoir dissous l'Assemblée nationale et expliquait l'idée qu'il y avait derrière après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes et le score surtout très bas du parti présidentiel à moins de 15%. On ne croit pas au miracle, mais simplement on précipite la clarification des choix. Et donc là, aux élections du 30 juin et du 7 juillet, il ne faut pas simplement dire non pour dire non. Il faut dire qui va gouverner le pays. L'extrême droite, avec son projet qui va menacer les retraités, les épargnants, affaiblir le pays dans sa vie économique, qui n'a aucune réponse simple, claire, face aux difficultés du quotidien et qui existe d'insécurité, ou des forces démocratiques, républicaines, qui ont appris à travailler ensemble, qui sont prêtes à s'ouvrir, et qui portent quand même du sérieux et qui ont des résultats. Voilà, c'est ça le choix. Bon, on l'a vu, Henri Guénaud, pendant cette conférence de presse, Emmanuel Macron a eu à cœur de mettre en garde contre les extrêmes, comme il dit. D'une part, l'anarchie de l'extrême gauche, d'autre part, l'effondrement économique assuré, selon lui, avec le Rassemblement national. On a le sentiment, finalement, depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il ne cesse de manipuler les peurs. On l'a vu tout à l'heure avec les Gilets jaunes et sa répression. On l'a vu avec le Covid-19. On l'a vu, bien entendu, avec cette scénarisation, j'allais dire, de la guerre et la participation de la France accrue sans jamais consulter le Parlement, soit dit en passant. Et à présent, c'est la menace du rouge-brun ou du brun-rouge, on ne sait pas, face à lui, l'ordre et l'apaisement. Alors, moi, je voudrais d'abord faire une remarque. Je suis un grand admirateur des institutions de la Ve République, qui ont permis enfin à ce pays d'être gouverné, mais les grands pouvoirs que confère la Constitution au chef de l'État doivent être utilisés avec discernement, ce que peu ou prou ont fait ses prédécesseurs. Vous pouvez avoir de mauvaises politiques, mais personne ne s'est dit « je vais faire tout ce que j'ai le droit de faire, sans limite », et sans me préoccuper de savoir si j'ai le consentement des gens ou pas. Là, et ça, c'est plus le cas avec Emmanuel Macron aujourd'hui ? Non, c'est plus le cas. Vous savez, quand un président de la République, on l'a vu pour la réforme des retraites, se dit on utilise ce qu'on appelle l'article 75.1 pour le débat sur la réforme des retraites, c'est-à-dire qui a permis d'accrocher la réforme des retraites à une loi de financement de la sécurité sociale, parce que les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de finances pour le budget de l'État... c'est le fameux cavalier législatif, je crois. ont cette particularité que le temps de débat est extrêmement contraint pour éviter de se retrouver à la fin de l'année sans recette. Donc personne n'avait jamais songé, à faire cela, c'est-à-dire à raccrocher une telle réforme à une loi de financement de la sécurité sociale.
Alors rien ne l'interdisait vraiment. Le Conseil constitutionnel, à mon avis, à tort, a validé la chose. Mais c'était, quand bien même ça serait possible, il ne faut pas le faire parce que en réalité, c'est un abus de pouvoir. Bon. Et après, vous rajoutez à ça les 49.3. Peut être très utile, mais vous rajoutez l'article 40, vous rajoutez le règlement du Sénat, enfin, tout y est passé. Voilà, tout y est passé, à tel point que c'est une loi qui n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale, jamais, dans tout ce processus. Donc ça, on abîme les institutions en faisant ça, on abîme la fonction présidentielle. Et moi, ce qui me frappe dans cette conférence de presse, mais comme dans beaucoup d'épisodes précédents, c'est que la conception qu'a le président de la République de sa fonction, non seulement m'est totalement étrangère, mais surtout conduit à une destruction des institutions et à une délégitimation de la fonction qui est extrêmement grave. Voilà, on n'a jamais vu un président de la République rentrer ainsi en campagne. Déjà, on n'a jamais vu un président de la République dénoncer ouvertement des partis politiques représentés au Parlement, enfin, en les désignant du doigt. Bon, en campagne, beaucoup de choses sont permises, mais quand vous n'êtes pas en campagne, que vous êtes le président de tous les Français. Et votre première fonction, c'est d'assurer l'unité du pays. Quitte, je le disais tout à l'heure, parfois à reculer, et tout le monde l'a fait quand il a senti qu'il y avait un manque de consentement dangereux. Je veux dire, en 58, le général de Gaulle accepte le plan RUEF, et puis dans le plan RUEF, il y a la suppression de la retraite du combattant, levée de bouclier. C'était très sensible. On était 13 ans après la fin de la guerre. Eh bien, le général de Gaulle retire la mesure sur la retraite du combattant. En 63, les mineurs se rentrent en grève. Le gouvernement Pompidou ordonne la réquisition. Ça ne fonctionne pas. La grève s'étend. On retire la réquisition. En 68, Pompidou va négocier les accords de Grenelle. Bon, la première négociation ne marche pas. On se souvient toujours de Georges Ségui, secrétaire général de la CGT, à la rendre compte de l'accord qu'ils avaient signé avec le gouvernement et le patronat aux ouvriers de Boulogne-Billancourt. Il part sous les huées, les insultes et les crachats. Donc, que fait le gouvernement Pompidou? Au lieu de dire que Georges Pompidou dise écoutez, débrouillez-vous, maintenant on ne sait plus rien. On rouvre les négociations parce qu'il était important que cette crise s'arrête et il était important que le mouvement ouvrier ne finisse pas par rejoindre le mouvement étudiant, même alors qu'ils avaient des objectifs très différents et que c'était deux mondes qui s'ignoraient. Mais ce qui était la gravité de ce moment. Bon, on me dit souvent, oui, mais comment vous, le gaulliste, acceptez des reculs? Mais oui, mais tout le monde a fait ça. Mitterrand l'a fait sur l'école libre. Parce qu'il savait, il a désavoué son gouvernement, il a perdu une partie en route d'ailleurs, et sa majorité, parce qu'il savait ce qu'était le désastre d'une guerre scolaire. Bon, Chirac l'a fait sur le CPE, il l'a même fait en 95 pour arrêter à un moment donné Juppé de s'obstiner dans la totalité de sa réforme de la sécurité sociale et des régimes de retraite spéciaux, parce qu'il fallait arrêter. Donc rappelez-vous sur le CPE, le Parlement avait voté. Et le président de la République vient à la télévision et dit, parce que là, tout continuait, on avait l'impression que ça n'en finirait pas. La rue voulait faire céder le gouvernement sur un projet qui, à mon sens, était un mauvais projet, qui venait télescoper toute la mythologie républicaine et française de la réussite par l'école. En tout cas, c'était vécu ainsi. Et il dit, ça a été voté, je suis donc obligé de le promulguer, je promulguerai la loi, mais elle ne sera pas appliquée. Alors, c'est tout à fait bizarre comme du point de vue institutionnel, mais et voilà, ça s'est arrêté parce qu'il sentait que ça ne pouvait pas aller plus loin. Donc, et là, voilà. Quand vous voyez un sujet aussi crucial que l'implication française, et j'ai du mal à dire française parce que c'est l'implication du président français. Oui, mais du coup, c'est précisément dans la question de la guerre en Ukraine. Comment voyez-vous ça? Quel regard portez-vous là-dessus? Moi, j'ai suffisamment écrit et parlé sur ce sujet depuis 2022. Il y a d'abord un refus
tous les battants de guerre de regarder en face ce qu'est l'engrenage de la violence. La guerre, on y va par engrenage. Alors, sauf si vous avez en face quelqu'un qui vous déclare la guerre, mais en général, ça ne tombe pas du ciel. C'est la même logique, l'engrenage de la violence, c'est la violence réciproque. Hein, vous savez, je vous agresse, vous m'agressez un peu plus fort, je vous agresse un peu plus fort, puis voilà, puis finalement, on va là où on ne voulait pas aller. En 14, ça a été un engrenage. On avait eu 4 ou 5 crises internationales avant, dont tout le monde s'attendait à ce qu'elles débouchent sur la guerre. Et on avait évité finalement une extrémiste à guerre. Et en 14, personne ne pensait que l'assassinat du prince héritier de l'Empire austro-hongrois à Sarajevo allait provoquer une guerre mondiale. Mais là, personne n'a arrêté l'engrenage. Voilà, et on s'est retrouvé dans la guerre. Bon, on pourrait rediscuter très longtemps de l'engrenage qui va du traité de Versailles jusqu'à 1940. Mais et puis une fois qu'on est dans la guerre, il y a l'engrenage de la violence, il continue, c'est la montée aux extrêmes. Moi je dis, on fait des choses qu'on pensait ne jamais faire. C'est quand Churchill commence la guerre, il dit, nous on fait la guerre aux militaires, pas aux civils. Ça finit comment? En 1945, ça finit par des bombardements à la bombe incendiaire toutes les nuits sur les populations allemandes, sur les villes allemandes, voilà, pour les faire céder moralement et psychologiquement. Et donc on tue des centaines de milliers de gens, brûlés vifs. Bon, ça finit au Japon par bombardement de Tokyo, 100 000 morts. Et puis les deux bombes nucléaires, elles ne sont pas tirées sur des bases militaires, hein. Tirées sur des villes et des populations. Donc on peut aller très très loin. En revanche, Truman va arrêter au moment de la guerre de Corée, il va arrêter l'engrenage. Il faut se souvenir que le général MacArthur, qui commandait les troupes américaines dans le Pacifique, voulait faire la guerre à la Chine. Il voulait envoyer une bombe nucléaire sur la Chine. Voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner. Donc on avançait, on reculait. Ça a été une boucherie. Il y a eu 2 millions de morts, 1 million de militaires, 1 million de civils, jusqu'au jour où on s'est mis autour d'une table et que les Américains ont fini par reconnaître et la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui pourtant formaient à l'origine le même pays. On a fait une ligne de débarquement. Alors c'est pas un traité de paix, hein, mais voilà, on y est toujours, mais on a arrêté la boucherie. Voilà, c'est une façon de sceller le statu quo. Quoi. On a arrêté de s'entretuer. Bon, c'est pas idéal. Hein. J'espère que ça ne finira pas que comme ça en Ukraine, mais sinon. On ne maîtrise plus, quand on met le doigt dans cet engrenage, on ne maîtrise plus. Moi, je l'ai vu avec la guerre, un des cas d'école, ça a été la Libye, c'est-à-dire personne ne voulait ni entrer dans une guerre, ni renverser le régime, ni le détruire. Il y a un mandat du Conseil de sécurité, soit pour faire un espace d'exclusion aérienne, c'est-à-dire empêcher l'aviation de Kadhafi d'aller bombarder Benghazi, de bombarder les populations civiles. Et puis, une fois que vous mettez... alors que personne ne veut aller plus loin que ça, il y a un engrenage. Voilà. Et l'engrenage, il va aller jusqu'à la destruction du régime, enfin, jusqu'à mener des opérations militaires beaucoup plus proches de la guerre, et qui vont déboucher sur le chaos qu'on connaît. Mais personne ne voulait aller là. Si je peux me permettre, Henri Guénaud, c'est vous qui parlez de la question libyenne. On a beaucoup parlé de la question ukrainienne, depuis 2014 d'ailleurs, comme d'une guerre de procuration des États-Unis, qui a été, avec une Ukraine qui a été agitée dès 2014, avec la fameuse révolution de Maïdan, etc. Comment regardez-vous aujourd'hui, précisément, ce conflit en Libye? Est-ce qu'il n'y a pas eu des forces qui donnaient à voir des informations, qui donnaient finalement une vision de la situation à l'époque en Libye qui n'était pas forcément celle proche de la réalité? Non, je pense que le monde avait les informations. Alors quelques spécialistes expliquent qu'aujourd'hui, Kadhafi n'aurait jamais massacré la population de Benghazi, tout ça c'est des fantasmes. Enfin, les informations qu'on avait très, très sérieuses montraient tout le monde savait qu'il en était capable, montraient que c'était probable. Voilà, c'est compte tenu en plus des rapports qui étaient les rapports traditionnels entre l'Est et l'Ouest de la Libye. La Libye est un pays très fragile, c'est un pays tribal, avec des rivalités tribales, ethniques très, très, très profondes. Et ce régime avait tous les défauts du monde. Il
tenait le pays. Bon, arrivent les printemps arabes et Mais les printemps arabes, justement, est-ce que finalement, c'est pas rapproché de Maïdan ? Alors, les printemps arabes n'ont pas été le fruit d'un complot occidental pour non, je dirais pas jusque-là. Non, il faut... Bon, mais les pays occidentaux n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce qu'ils ne se sentaient pas moralement capables de ça. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour endiguer ce qui se passait, et ils ont même parfois aggravé les choses. Moi, je pense à l'Égypte, par exemple, et il faudra qu'un jour qu'on m'explique comment en Tunisie on est arrivé au départ de Ben Ali, qui s'est rendu compte en tout cas que les services français à l'époque n'ont rien vu venir, que nous sommes en Tunisie, c'est-à-dire dans une zone où la France était extraordinairement présente, on a appris le départ de Ben Ali quand il était en avion déjà au-dessus de la Méditerranée. On ne savait même pas s'il se dirigeait vers la France ou vers un autre pays. Enfin, je veux dire, mais tout ça n'est pas dû simplement au hasard et à la révolte spontanée qui était réelle. Enfin, il y a eu des mouvements réels, mais et en Égypte, le départ de Moubarak, il a été orchestré par des puissances occidentales, qui l'ont lâché. Bon. Allez, on connaît la suite. La suite, c'est qu'on a eu les frères musulmans. Moubarak avait le régime a des défauts. Il y a la corruption, c'est un régime militaire. Mais Moubarak était plutôt un homme de paix. Donc on a fait partir Moubarak. La France n'y était pour rien, je précise. Mais après on a eu les frères musulmans, et puis après ça devenait intenable parce que ils se comportaient comme les frères musulmans. Et donc on a soutenu, tout le monde a soutenu, laissé faire ou soutenu le coup d'État du général à l'époque Sissi. Bon, et il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Enfin, et on ne pouvait pas faire... Enfin, ça allait dire, mais heureusement, quoi. Parce que c'était devenu ingérable, intenable pour tout le monde. Bon, là encore, vous savez, le problème aussi, Régis Debray dit l'homme d'État, c'est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. Dans un petit bouquin qu'il avait consacré à De Gaulle, personne n'a voulu les conséquences de ce qu'il voulait. Et il y avait un espèce d'engouement. Alors, c'est toujours bien un peuple qui reprend en main son destin. Mais ça n'était pas si simple. Et on voit bien que ça n'était pas si simple. C'est-à-dire, on voit bien comment évolue la Tunisie, on voit bien ce qui s'est passé en Égypte. Imaginez qu'on ait renversé le régime de Bachar el-Assad en Syrie. C'était la porte ouverte à Daesh. Qui serait allé, probablement jusqu'en Algérie ou au Maroc, j'en sais rien. On a oublié, mais qui était en pleine expansion. Entre le fait qu'on puisse détester un régime et les conséquences, la responsabilité qu'on prend en voulant le remplacer par un régime qui nous plaît davantage, il y a un choix tragique, un dilemme tragique. Voilà, c'est l'histoire de l'Irak aussi, très bien. Alors Saddam Hussein, c'était un dictateur sanglant, il y avait rien sur le plan de la morale humaine ne peut le sauver, mais on disait les mêmes mots que pour la Russie, il ne s'arrêtera pas si on ne l'arrête pas, on avait inventé les armes de destruction massive, très bien. Donc une partie de l'Occident est allée, heureusement pas la France, est allée le renverser. On peut considérer que ça a directement, indirectement dégénéré plus d'1 million de morts. Bon, donc on a renversé le tyran, des millions de réfugiés. Ça a fait naître Daesh. Bien sûr. Et avec la menace qu'ils ont fait peser, puis les victimes qu'ils ont fait jusque chez nous, jusqu'au Bataclan. Bon. Et puis ces réfugiés, là, dont une partie est venue en Europe, une partie s'est noyée dans la Méditerranée, une partie reste stockée en Turquie ou dans des conditions épouvantables. Enfin, je veux dire, c'est un désastre. Un désastre. Alors oui, le tyran est mort. La belle affaire.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire le reste, je ne suis pas responsable. C'est encore une fois, est-ce qu'on a vraiment voulu les conséquences de ce qu'on a fait? C'est une question que doivent se poser. Personne ne se la pose. Vous savez, ce qui domine aujourd'hui, l'histoire de l'Ukraine est typique, mais on pourrait la retrouver dans le débat public français aujourd'hui, on pourrait la retrouver à propos d'Israël et des Palestiniens. Gaza, oui. C'est le manichéisme. C'est-à-dire, tout était ramené au combat du bien contre le mal. Voilà. Et donc, évidemment, chaque parti pense que le mal, c'est l'autre. Hein. Et ça, c'est terrible. Ça nous renvoie aussi à l'absolutisme, au manque de limites. Parce que si vous êtes le camp du bien, vous pouvez tout vous permettre. Le bien peut tout se permettre. Le bien, c'est le bien. Voilà. Non, mais je vais raconter une histoire que je raconte partout, alors vous allez y avoir droit aussi. Non, mais... Kundera dit quelque chose de très juste. Il dit Hitler nous a spoliés du sens du tragique. Voilà, il dit je suis allé voir une représentation d'Antigone après la guerre et l'auteur de l'adaptation, il avait transformé Antigone en héroïne de la liberté et Créon en tyran totalitaire. Bon. Mais c'est pas ça la tragédie. Hein. La tragédie, c'est plutôt ce que dit Camus. C'était Antigone a raison et Créon n'a pas tort. Et c'est là que se noue la tragédie. Voilà, faut faire un choix qui n'a de réponse dans aucun catéchisme. Et je raconte souvent cette histoire j'ai raconté sur les plateaux devant l'accumulation d'arguties qui en réalité ne sont dictées que par le manichéisme, c'est-à-dire que mais nous sommes le camp du bien et eux c'est le camp du mal, donc voilà, vous avez peut-être raison, mais c'est quand même le camp du mal, donc il faut combattre le mal. Je rappelle cette histoire pour faire comprendre ce qu'est le sens du tragique. C'est René Char qui raconte cet épisode, René Char le poète, qui pendant la Seconde Guerre mondiale est chef de maquis. Il raconte qu'un matin, il est avec ses maquisards sur les hauteurs d'un village. Alors ils sont armés, ils sont cachés. En bas, les SS viennent arrêter un de leurs camarades dans le village. Bon, ils vont le fusiller, quand ils l'auront arrêté. Et il dit, tous les regards m'imploraient de donner l'ordre de tirer. De là où on était, les Allemands ne savaient pas qu'on était là, on pouvait tous les tuer. Et il dit, je n'ai pas donné l'ordre. Pourquoi je n'ai pas donné l'ordre? Parce que on aurait tué les SS. On aurait sauvé notre camarade. Seulement les Allemands seraient revenus, ils auraient massacré le village. Vous voyez, là, tous les gens qui vous disent oui, mais c'est le camp du bien, le camp du mal. C'est ceux qui auraient dit j'ai tué les salauds, j'ai libéré notre camarade. C'est vrai, ils vont peut-être revenir tuer le village, mais c'est pas moi. Oui, bien sûr. Je ne suis pas responsable. Les responsables, ce sont eux. Donc, je n'ai pas à me préoccuper, je n'ai pas à me sentir responsable de ce qui va arriver. Et ce que dit René Char, c'est je me sens aussi responsable de ce qui va arriver. Bien sûr. Alors, quel que soit le choix que vous faites à la fin, c'est quand vous substituez la bonne conscience, c'est bien ce que j'ai fait. Et le mal, c'est les autres. Donc, tant pis pour le village. Quand vous substituez la bonne conscience au cas de conscience, il n'y a plus de morale de la politique. La morale de la politique, mais la morale en général de l'action, c'est pas la bonne conscience, c'est le cas de conscience. C'est prendre des décisions dans le déchirement de la conscience. Ce ne seront pas toujours, pas forcément des bonnes décisions, mais c'est la condition pour qu'il y ait une forme de morale et de conscience humaine dans la politique et même dans la vie. Enfin, parce que très souvent, on est confronté au dilemme tragique, c'est-à-dire à cette zone grise entre le bien et le mal, où il faut décider, en sachant que quelle que soit la décision qu'on va prendre, de toute façon, on sera responsable de quelque chose, et de toute façon, on sera coupable de quelque chose. Voilà. Et jamais innocent. Prenez Blum, là, on cite beaucoup ces temps-ci. Blum, il refuse d'engager la France dans la guerre civile en Espagne. Pas du tout parce qu'il est du côté des franquistes, mais non, ce sont ses amis qui sont en face des franquistes. Donc tout l'y pousse.
Il ne le fait pas, mais parce que, là encore, dilemme tragique. Les Anglais menaceront pour l'alliance avec la France et il sent qu'on est au bord de la guerre généralisée. Et à ce moment-là, en tout cas, il pense que le danger est trop grand. Donc il fait un discours pour expliquer qu'il ne va pas... J'ai expliqué ça à un philosophe un jour sur un plateau qui me parlait c'est la lutte des valeurs. On ne fait pas la guerre pour des valeurs, on fait la guerre pour des intérêts, même si ce sont des intérêts pas matériels, oui, des intérêts, peut-être des intérêts subjectifs, des civilisationnels, tout ce que vous voulez, mais la guerre pour les valeurs, ça s'appelle la croisade. Et quand on gratte un peu, on se rend compte que sous la croisade, y a aussi des gens qui ont envie de se tailler des royaumes au Moyen-Orient. Il y a aussi, bon, voilà, c'est pas si simple. Et il me dit, oui, mais il l'a regretté toute sa vie. Et je lui dis, heureusement, ça prouve qu'il avait une conscience, ça prouve qu'il n'a pas décidé ça en bonne conscience, en disant, je fais le bien. C'est ça le cas de conscience. Et ça prouve que Blum avait une conscience. Après, on peut juger que sa décision était bonne ou mauvaise, mais au moins, il s'est trouvé confronté au déchirement de sa conscience, et ça en fait, à mes yeux, un homme de valeur. Voilà. Aujourd'hui, justement, si on en revient à cette actualité des élections européennes, où on peut constater qu'au sein de l'Europe, les partis pro-guerre, j'allais dire, pour ne pas dire va-t-en-guerre, ont été considérablement sanctionnés par les populations. Est-ce que finalement, ces cas de conscience ne sont pas aujourd'hui du côté populaire, plus que du côté de nos élites, comme on dit ? Oui, alors c'est pas forcément toujours conscience que ceux dont commencent à prendre conscience les Français et les opinions publiques en général, c'est de l'engrenage. C'est que longtemps au fond, beaucoup de gens se sont dit c'est bien, un dictateur, et puis on peut très, très légitimement se sentir solidaire des malheurs des Ukrainiens. Enfin, bien sûr. Voilà, je veux dire, c'est un peuple attaqué, des gens qui prennent des bombes sur la tête, mais on ne peut pas, quand on est un homme d'État, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur la complexité de la situation de cette région du monde, ce qu'a légué l'histoire. C'est une guerre entre nations, entre pays ou entre États, parce que la Russie n'est pas une nation mais un empire, mais c'est aussi une forme de guerre civile. Vous savez, tellement les histoires sont imbriquées. Quand on parle de l'Union soviétique, on a l'impression que c'était les Russes. Mais il y avait combien d'Ukrainiens ont gouverné l'Union soviétique, et même Staline n'était pas russe, il était géorgien. Les Beria, son l'âme damnée de la police politique russe, il est aussi géorgien. Bon, Brezhnev était ukrainien, Tchernenko était ukrainien, la moitié de la famille de Gorbatchev vient d'Ukraine. Enfin, ce sont des histoires imbriquées, d'autant plus terribles qu'elles sont imbriquées à ce point. Et il fallait neutraliser cette zone, ce que Kissinger l'avait dit il y a très longtemps. En fait, c'est un pont entre deux mondes et il faut que ça le reste. Bon, à partir du moment où vous poussez l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, ça, encore une fois, ça n'excuse en rien l'agression russe, mais tout le monde avait prévenu, et ça date pas de 2014, ça date de 2008 déjà. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, il faut assumer les conséquences de ces actes. Est-ce que, là encore, dans ces actes, il y a aussi l'avancée de l'OTAN vers la Russie ? Mais bien sûr, il y a eu l'avancée, mais tous les grands géopoliticiens américains l'avaient prévenu. Je ne parle même pas des Européens, des Français russophiles, Kennan, le théoricien de la guerre froide, Kissinger, même Brzezinski dit qu'il faut neutraliser à la fin de sa vie. Tous ces gens, je pense notamment à Kissinger, Brzezinski, n'aimaient pas les Russes. Tous ces gens c'était toujours l'adversaire, l'ennemi, mais avaient une claire conscience des enjeux. Bon. Il y a beaucoup de fantômes. Vous savez, dans cette histoire et dans toutes les histoires. On ne voit plus on ne s'intéresse plus qu'à ce qui se voit, à ce qui se touche et à ce qui se mesure. Mais les fantômes là, qui sont légion dans cette région du monde, on ne les voit pas, mais ils sont bien là. Ils sont bien. Il y a les fantômes des Polonais, il y a les fantômes ukrainiens, il y a les fantômes russes, entre les deux guerres, il y a 30 millions de morts dans cette région. L'historien a même appelé ça les terres de sang. Et alors, on ne parle pas des millions
de gens avant. Bon, on ne peut pas s'en tirer juste en brandissant le droit international. Vous savez, dans la politique internationale, et dans les vies des sociétés aussi, il y a d'abord le droit pour essayer de résoudre les conflits et les contentieux. Ça suppose que tout le monde partage la légitimité du droit. Enfin, dès que le droit est légitime, accepte la règle de droit. Quand ça ne marche pas, eh bien on passe à autre chose. On passe à la politique ou à la diplomatie. C'est-à-dire, on négocie, on marchande, on se salit un peu les mains. C'est pas glorieux, mais on essaye de trouver une solution pour que le conflit contentieux ne se traduise pas par une tuerie généralisée. Et puis si on n'y arrive pas, si ça ne marche pas, alors c'est la guerre. Et la guerre, on ne sait jamais jusqu'à quel degré de violence elle ira, a fortiori quand on est en face, quand on met en confrontation des puissances nucléaires. Voilà, donc on sait qu'on ne peut pas anéantir l'ennemi. Donc, le rôle de la France aurait dû être celui de la diplomatie et de la politique, au moins d'essayer d'en épuiser les possibilités. Mais non, on continue et les gens prennent conscience de l'engrenage. Ils ont pris une grande conscience de l'engrenage quand le président de la République a commencé à parler d'envoi de troupes. Alors maintenant, il parle d'envoi d'instructeurs, mais on sait comment ça se passe, comment ça finit, les envois d'instructeurs dans des pays en guerre. Les Américains ont fait ça au Vietnam. Hein. Après, quand les Français sont partis, ils ont envoyé des instructeurs. Puis un peu plus d'instructeurs, puis de plus en plus d'instructeurs. Puis à la fin, ils avaient 500 000 soldats permanents, parce que petit à petit, ils ont passé des instructeurs aux soldats, surtout que les instructeurs, dans certains cas, ils finissent par eux-mêmes devenir enfin, ce sont des soldats, mais ils finissent par eux-mêmes participer au conflit. Voilà, donc, et ça finit comment? D'ailleurs, ça finit par la chute de Saïgon, quand les Américains étaient partis. Il faut se souvenir des images, comme de la chute de Kaboul. C'est-à-dire que tout ça finira soit par un risque de déboucher sur un conflit généralisé, même si personne ne veut en arriver à la Troisième Guerre mondiale, pas plus les Occidentaux que Poutine et que les Russes, ça peut arriver quand même. On pose souvent la question, vous savez, est-ce que la menace nucléaire russe, elle est crédible? Non, la menace elle-même n'est pas crédible, parce que personne n'a envie d'utiliser... Mais le risque, lui, il est bien réel. Bien sûr. Parce que le dérapage, l'engrenage, l'accident peut nous y mener. Alors, au pied du mur, que feront les Occidentaux? Soit ils iront, on ira à l'apocalypse, très bien. Soit ils se retireront. Voilà, les Américains n'enverront pas un soldat américain et au pied du mur du danger. Et on aura quoi? On aura Kaboul, on aura Saïgon, et là, on aura un vrai Munich, qui n'est pas celui auquel pensent les gens qui accusent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux d'être des Munichois. Et puis quand même, quelles sont les conséquences sur l'Europe de cette guerre? Est-ce que jeter la Russie dans les bras de la Chine, c'est une bonne idée pour l'Occident et pour l'Europe en particulier, qui est la partie la plus vulnérable de l'Occident? Voilà. Est-ce que creuser un fossé toujours plus profond entre l'Occident et le reste du monde, donc on appelle ça le Sud global ou autre chose, est-ce que c'est raisonnable pour l'Occident, pour nous? Voilà. Est-ce que faire la guerre par procuration, c'est tellement moral? Quelqu'un me disait l'autre jour, ça a permis à l'Europe, ça a obligé l'Europe à être courageuse, mais c'est du courage de faire la guerre par procuration. Bon, soit on est tellement en danger, et à ce moment-là, on va entrer en guerre, on y va, on assume. Mais avec une puissance nucléaire, il faudra assumer de recevoir peut-être un jour des bombes sur Paris, quoi. Soit c'est pas le cas, et ça n'est pas le cas. Il y a un problème régional très important qu'il faut essayer de canaliser, de contenir, mais je pense que ni l'Allemagne aujourd'hui, ni la France, ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la Grande-Bretagne, ni la Belgique ne sont directement menacés. Poutine au fond, n'est pas un homo soviéticus, c'est un slavophile, ça s'inscrit dans
dans une évolution assez terrible et inquiétante du monde, mais c'est ainsi. La phase de l'occidentalisation du monde étant passée, tous les vieux empires, toutes les vieilles civilisations que l'Occident avait occultées et abaissées pendant 5 siècles, réclament leur retour sur la scène internationale, réclament de retrouver leur influence, leur importance. Donc tout ça fait un monde dangereux, c'est vrai, de la Chine à l'Iran, enfin à la Perse si vous voulez, quoi, à l'Empire ottoman, à la Russie. Bon. Et donc c'est un moment, c'est le moment des refoulés, de tous les refoulés. C'est très dangereux, mais il vaut mieux le regarder en face plutôt que de le nier et essayer de l'organiser. Au lieu de ça, l'Occident, dès 91, quand l'effondrement de l'Union soviétique, a voulu, les Américains surtout, rétablir une forme d'unipolarité. Vous savez, c'était l'idée, maintenant tout le monde, de toute façon, on a gagné, tout le monde va nous ressembler. Ça s'appelait la fin de l'histoire, hein, la fin de l'histoire, ça voulait dire tout le monde aspire à ce que nous sommes, voilà, et nous allons être les gendarmes du monde, en tout cas les Américains, puisqu'il n'y a plus d'ennemis, l'ennemi en face. Et ça, c'était la pire des choses. Il faut prendre en compte la réalité du monde d'aujourd'hui, essayer de la canaliser, et non pas de toute force, essayer de mettre le monde à notre image et de le contraindre à nos lois, à ce droit international que nous avons nous-mêmes écrit. Et ce droit international qu'on brandit là aussi comme les Écritures saintes, que nous ne respectons pas, qui crée dans le monde ce cri unanime, là, qui fait se lever dans le monde le cri de poids de mesure. Voilà, non, il y a des situations, oui, des cas de conscience, il y a des situations tragiques. Le Moyen-Orient est une situation tragique. Israël, on peut très bien se dire, moi je suis d'un côté, le camp du bien c'est les Palestiniens, le camp du bien c'est Israël. Non, le Hamas c'est le camp du mal, je veux bien, mais la question fondamentale, elle est tragique au sens où j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette guerre gorgée de sacré, il y a 2 peuples qui veulent y vivre, voilà, et il n'y a pas d'autre solution que la solution à 2 États, même si elle paraît difficile. Est-ce que, au lieu de prendre un parti absolu et de se dresser les uns contre les autres, nous ne pouvons pas plutôt essayer de trouver les voies, encore mystérieuses, j'en conviens, mais d'essayer de les trouver pour arriver à une solution à 2 États. Parce que, à la fin, alors Antigone a raison et Créon n'a pas tort. Voilà. Et ça, c'est la vie. Justement, on voit, vous venez d'en parler longuement, cette dangerosité, j'allais dire, pour caricaturer un peu le monde d'aujourd'hui. Quand vous voyez la situation actuelle en France, cette possible transformation du pouvoir avec les prochaines élections, cette prochaine cohabitation, comment vous voyez les choses? Quelle place pour vous la France peut-elle occuper aujourd'hui sur la scène internationale après tant d'années, j'allais dire, de dérives et de mauvais choix et de manichéisme, de simplification? Comment voyez-vous cela aujourd'hui? Comment voyez-vous notre avenir proche? Alors d'abord, ça c'est le problème, encore une fois, de tout l'Occident. C'est-à-dire tout l'Occident est entré dans une phase d'autodénigrement de sa civilisation, de sa culture. Toutes les sociétés occidentales sont fracturées, et c'est là où c'est aussi le paradoxe. Hein. On voudrait imposer notre modèle au reste du monde, alors que notre modèle est en train de se défaire complètement. Enfin, je veux dire, nous sommes en guerre avec nous-mêmes, en guerre contre nous-mêmes. Regardez les États-Unis. Vous avez 2 parties de la population qui sont prêtes à en découdre. Hein. Et regardez la France, c'est la polarisation. Vous avez à la fois un éclatement où chacun est le bouc émissaire de l'autre, et puis vous avez des polarisations. Et là, on a une polarisation qui est en train de se cristalliser depuis que le président de la République a en plus décidé de dissoudre, d'utiliser l'arme de la dissolution. C'est une arme pour vous ? C'est une arme entre les mains du président de la République dans les institutions pour résoudre des crises particulières. C'est-à-dire que le gouvernement est renversé, le président de la République a le choix entre si elle est renversée, c'est qu'il y a une majorité qui s'est contre, entre renvoyer le gouvernement et nommer celui qui serait issu de cette majorité qui s'est coalisée contre le gouvernement précédent, ou bien de dissoudre l'Assemblée, de renvoyer devant les électeurs.
Alors après, il faut savoir quelles conséquences il en tire pour lui-même, du résultat qui va venir. Mais ça a été utilisé par le général de Gaulle en 62 pour l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que l'Assemblée nationale avait renversé le gouvernement Pompidou. Bon. Ça a été utilisé en 68 par le général de Gaulle, mais pour sortir d'une crise, il n'y a rien à voir avec aujourd'hui. Et je suis certain d'une chose, c'est que si les Français avaient envoyé une majorité de gauche qui aurait donné le pouvoir à la gauche en 68, ils seraient partis. Parce que c'était posé aussi une question de confiance dans un moment. Ce que ça veut dire, Henri Guénaud, c'est qu'aujourd'hui, si pour le deuxième tour des législatives, Emmanuel Macron est renversé, ou concrètement il y a une majorité contre lui au Parlement, il faudra qu'il parte ? Il faudra, c'est lui qui décidera. Après, encore une fois, c'est une question de morale personnelle, de conception de la politique. Il peut aussi considérer, on va y revenir, qu'il va être le garant de la République, de la démocratie, de l'État de droit, face à toutes les menaces, vous savez, qui planent sur elle. Bon, ça, c'est lui qui décidera, mais Chirac n'est pas parti après la dissolution de 97, mais c'était une dissolution de confort qui n'avait pas de sens. Et ça lui a fait 5 ans de cohabitation sur 7 ans. Enfin, voilà, mais là, le contexte est peut-être très différent. Le contexte est un contexte de tension très forte, de radicalisation très forte, de fractures très profondes. Et on voit bien, là, encore une fois, la polarisation qui se crispe, avec deux camps qui sont prêts à en découdre, j'ai eu l'occasion de dire, pas seulement dans les urnes. Donc utiliser c'est toujours bien de donner la parole au peuple, mais faut voir comment on le fait et quand on le fait. Là, le faire là sur une sorte de coup de tête, en fait, c'était pas. Je pense qu'il y a. C'était pas un calcul machiavélien, c'est machiavélique. C'est un coup de tête. J'ai été désavoué, donc voilà. Et il sacrifie on sacrifie en même ses propres amis. Oui, mais ils avaient l'esprit de défaite. Mais voilà, mais c'est un peu pour les punir aussi. Enfin, voilà. Donc, mais il a ouvert une boîte de Pandore terrible. Vous craignez le chaos, Henri Guénaud ? Parce que vous avez dit au Figaro récemment, vous ne seriez pas inactif après les législatives devant le chaos. Vous le craignez, ce chaos ? Oui, je crains le désordre, la violence et le chaos. J'y reviens. Moi, j'ai toujours pensé que si la société française continuait sur cette pente, qui devient de plus en plus difficile à arrêter dans des délais courts, si elle continue, elle va tellement fracturer qu'elle ira vers la violence. Voilà. Bon. Et après, la violence, vous savez, cette violence qui sort de chacun d'entre nous, quand elle sort, dévore tout. Et après, il arrivera un moment où la violence sera telle et le désordre tel que les Français appelleront retour à l'ordre. La question est de savoir quelle figure aura ce retour à l'ordre. Voilà. Alors, on a eu plutôt de la chance, si on accepte Pétain en 40, mais on a eu de la chance. On a eu, après la Révolution, on a eu Napoléon. Alors, on peut détester Bonaparte. Enfin, voilà, c'est pas Hitler. On a eu De Gaulle en 58, on a eu De Gaulle en 44. Bon, on a eu de la chance. Les autres, ils ont eu Franco, ils ont eu Mussolini, ils ont eu Hitler, ils ont eu Staline. Bon, voilà, on a eu plutôt de la chance. Mais est-ce qu'on aura de la chance la prochaine fois ? Quel visage aura après la violence et le dehors des gens, vous croyez que les gens vont se tourner vers le centrisme, vers la modération ? Non. Enfin, centrisme et modération, c'est pas forcément synonyme, si je peux me permettre aujourd'hui. Enfin, ce sont des gens qui ont des... Mais il n'est pas centriste. Le groupe central ne fait pas le centrisme. C'est pas un démocrate chrétien qui est... alors, on peut ne pas être démocrate chrétien, on peut les récuser, mais enfin... il n'a rien de la modération et de l'esprit christique d'un démocrate chrétien. On est face à un président extrémiste ? Et c'est un président qui à mon sens, n'a pas d'idéologie, qui agit selon sa psychologie, et qui se comporte de façon souvent extrême. Voilà, il passe en force, il fait... voilà, j'ai le droit, donc je le fais. Et si vous voulez, là, il a ouvert une boîte de Pandore. Pour l'instant, on est dans l'ivresse de
du changement. Beaucoup de gens sont contents d'avoir un bulletin qui leur permet d'exprimer leur colère et peut-être de renverser le pouvoir ou de battre aussi les islamo-gauchistes pour la droite. Et à gauche, vous avez des gens qui sont maintenant en train de se solidifier en une coalition. Avec les contre le fascisme. applaudissements de l'ancien président de la République, François Hollande. Bien sûr, mais parce que c'est pour réconcilier toutes les gauches, il y a lutter contre le fascisme, c'est la meilleure chose qui soit. Voilà, et vous avez déjà des manifestations, et vous en aurez d'autres. On va rentrer dans une période, encore une fois, de conflit entre deux pôles qui se radicalisent de plus en plus, qui ont sans doute des raisons autres aussi de se radicaliser, la situation sociale, les questions migratoires, culturelles, identitaires. Oui, mais ça, elles sont consécutives au pouvoir en place. Oui, alors ? Donc non, mais c'est logique que cette colère se dirige vers le pouvoir en place. Oui, d'accord, mais il va se passer quoi ? Soit le Rassemblement national a une majorité relative très importante, ce sera encore plus ingouvernable. Bon. Soit il a la majorité, mais le président de la République, il est toujours là, a priori. A priori. Ah oui, mais s'il est toujours là, il va utiliser le référendum, il ne signera pas d'ordonnance. On ne pourra jamais demander au peuple de trancher une question. Et sur les sujets sur lesquels les électeurs vont attendre le plus et le plus vite du Rassemblement national, j'entends bien ce que disent les responsables du Rassemblement national, on va faire ce qu'on pourra faire parce que on n'aura pas... il est probable qu'ils ne pourront pas faire grand-chose. Le Conseil constitutionnel sera là et qui appliquera l'état actuel du droit et des jurisprudences actuelles. Il y aura les juridictions françaises, elles appliqueront le droit européen. Il y aura la Cour de justice, il y aura la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et puis il y aura dans la rue, à chaque tension, il y aura des gens qui vont descendre dans la rue, d'un côté ou de l'autre, peut-être des deux à la fois. Donc on va vers une période de chaos et qui peut être une période de grande violence. Voilà, il a ouvert cette voie au lieu d'aller le plus tranquillement possible vers les échéances naturelles. De sortie, oui. Là, pour moi, il a raccourci le temps ou les délais qui plongeront d'un jour ou l'autre, de toute façon, cette société qui est en train de se défaire dans la violence. Voilà, je ne sais pas comment... En tout cas, c'est un risque. Et je ne sais pas comment on maîtrise ce risque. Il a ouvert une boîte de Pandore, encore une fois, qui est extraordinairement dangereuse. Et en réalité, tous les gens qui regardent la situation française avec un tout petit peu de recul le savent. Même ceux qui disent le contraire, parce que il y a les jeux de rôle politiques, il y a l'opinion, il y a tout ça. Mais en réalité, voilà... tout le monde commence à sentir, tous les gens qui s'arrêtent un instant pour réfléchir aux conséquences de ce qui se passe, sentent bien que c'est un moment dangereux. Puis le président de la République, c'est pour la première fois dans une cohabitation, il y aura des politiques étrangères différentes pour le président et le gouvernement. Sauf que le président a beaucoup de moyens dans ce domaine, de se promener sur toute la scène internationale, prendre des engagements qui après est difficile pour le gouvernement de dire derrière non. De le désavouer. Et puis il est le chef des armées. S'il décide d'envoyer des troupes je prends cet exemple, je ne dis pas qu'il va le faire, mais en Ukraine, il les envoie. Et le gouvernement, il fait quoi ? Bon, le Parlement il y aura un débat sans vote au bout de 3 jours. Et puis il faut attendre 4 mois pour qu'on demande l'autorisation de poursuivre au Parlement. Mais en 4 mois, quand vous envoyez des soldats dans un théâtre d'opération, il s'en passe des choses qui deviennent irréversibles. Bien sûr. Voilà. Puis vous savez, c'est toujours pas. On en revient à l'idée des lignes. Il n'y a pas de ligne rouge, alors, ni dedans ni dehors. Plutôt chaque fois qu'on franchit, soi-disant, une ligne rouge, il ne se passe rien. Alors on va continuer. On va continuer. C'est vrai pour le président de la République, c'est vrai pour la guerre, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les extrêmes de tous les côtés, enfin les vrais extrémistes. Comme je le dis souvent, le problème de la ligne rouge, la vraie, la dernière, c'est qu'on ne sait que c'était la ligne rouge qu'après. Donc cette idée, et au contraire, plus on avance comme ça en pensant qu'on est franchi, que puisqu'il ne se passe rien, on peut continuer, plus ça devient dangereux.
Voilà, vous envoyez, très bien, vous envoyez donc les instructeurs en Ukraine, et puis quand il y en aura 4 ou 5 qui seront tués, qu'on aura les cercueils dans la cour des Invalides, la France, elle fera quoi? Elle dira merci aux Russes ou elle ripostera? Et où nous mènera la riposte? Enfin, voilà, le pire est jamais sûr, mais si on ne pense jamais que le pire peut arriver, alors on est mort. Je finis là-dessus. Moi, vous savez, le 7 octobre, les jeunes gens qui dansaient à 2 km de Gaza, ils avaient oublié que le malheur peut arriver. Ils étaient tous pour la paix, ils avaient même oublié 2000 ans de persécution des Juifs. Tous, ils étaient juifs, hein. Ils avaient oublié, ça ne pouvait plus arriver. Pareil pour ces gens qui surveillaient la clôture, qui surveillaient Gaza, ça s'était relâché. Voilà. Mais eux, ils pensaient que ça ne pouvait plus arriver. Puis au petit matin, ils ont vu arriver les assassins. Tout peut arriver. Tout peut nous arriver. Les Juifs, c'est Madame Sinclair qui raconte dans un livre qui s'appelle La rafle des notables. C'est les notables juifs à Paris pendant la guerre, ils ne pensaient pas, ils étaient français, ils s'étaient battus pendant la guerre, ils étaient sénateurs, notaires, médecins. Ils ne pensaient pas du tout qu'il allait leur arriver quoi que ce soit. Et puis un matin, on a sonné à leur porte. Je raconte, c'est l'histoire de son grand-père. Bon. Alors les familles, elles ont appelé leurs amis, le préfet, les gens avec qui ils dînaient en ville. Personne n'a répondu. Ça ne pouvait pas arriver. C'est toujours cette idée. Le pire ne peut pas arriver. Si, ce qui est arrivé aux générations précédentes peut nous arriver, nous vivons dans l'illusion mortifère que le monde commence avec nous. Nous vivons dans l'illusion mortifère que tout commence à notre naissance. Mais non, nous ne sommes pas un commencement. Nous ne sommes jamais un commencement, même à la naissance. Voilà, nous nous insérons dans une histoire qui a commencé avant nous, qui pèse sur nous, et qui est inscrite aussi dans notre inconscient collectif, dont nous faisons partie, dont nous ne pouvons pas nous séparer. Et la nature humaine, les circonstances changent, la nature humaine ne change pas. La violence qui est en nous, elle est toujours là. Et le rôle de la politique, c'est quand même d'y penser sans arrêt et d'éviter d'abord que nous passions notre temps à nous entretuer en laissant sortir cette violence. Alors on a cassé tout, l'école, les institutions, tout ça. Et donc on est devenu très vulnérable à tout ça. Et la politique, la responsabilité de la politique, c'est toujours de prendre ça en compte et toujours de penser que ça peut arriver. Eh bien non, ça fait des décennies que la politique, comme beaucoup de citoyens, pensent que ça ne peut pas arriver. Nous sommes tellement meilleurs que nos prédécesseurs, tellement mieux. L'histoire ne se répète tellement pas. L'histoire, non. Nous, oui. Henri Guénaud, juste pour terminer cette émission, le 22 mai dernier, nous a quitté Marie-France Garot, que vous avez bien connue. Vous aviez écrit, pour la décrire, la grande dame d'une époque où la politique était encore un monde de géants. Il nous manque des Marie-France Garot, sans doute. Il ne manque pas que les Marie-France Garot, il manque des géants aussi. C'est-à-dire, ce que je disais aussi, c'est que des gens comme Marie-France Garot avaient en face d'eux des géants qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Même leurs adversaires étaient des géants. C'est-à-dire, vous avez c'est pas la même chose d'avoir Mitterrand comme adversaire ou d'avoir les politiciens d'aujourd'hui. Le problème, c'est que les géants de la politique, quels que soient leurs défauts par ailleurs, les géants de la politique ont été remplacés de plus en plus par des politiciens. Voilà. Et ces grands fauves de la politique, c'était un grand fauve aussi. Hein. C'est une intelligence remarquable, mais elle n'a été le personnage qu'elle a été aussi que parce que elle était confrontée à un grand fauve de la politique, mais qui étaient à côté d'aujourd'hui des géants. Alors, ce n'est pas tous des géants de l'histoire, hein, tout le monde n'est pas De Gaulle ou Churchill, mais quand même, hein, c'était à côté de tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ou qui prétendent nous gouverner. C'était des géants. Quoi. Voilà, et ça, elle marque, sa disparition marque la fin de ce vieux monde tant décrié,
qui a laissé la place à la plus vieille politique du monde, celle des politiciens. Hein, c'est, comme je disais à la fin de ce texte, Madame, je pense que même ceux qui vous ont détesté, qui ne vous aiment pas, commencent déjà à vous regretter. Bien sûr. Regretter ce genre de personnage, enfin, d'avoir sur la scène des personnages de cette dimension. Hein. Bien qu'elle n'ait jamais gouverné elle-même. Mais... Merci beaucoup Henri Guénaud d'être venu jusqu'à nous pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous penserez à la relayer, à me laisser vos commentaires juste en dessous et puis bien sûr à l'agrémenter de ce fameux pouce en l'air qui nous aide tant. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine, même lieu, même heure. En attendant, chers amis, portez-vous bien. À bientôt.